et à toutes de venir en ce temps de pluie. Voilà, je vais me présenter très rapidement et je vais présenter aussi rapidement un peu les intervenants et les intervenantes, le cadre de cette soirée, et après je vais laisser la place justement aux intervenants et aux intervenantes pour ce soir. Voilà, simplement en termes de, on va dire, de logistique. Donc du coup, nous sommes filmés pour que cette conférence-là soit disponible après coup. Et lors des questions, en fait, on vous demandera effectivement d'attendre que le micro soit tendu vers vous pour poser une question. Et comme ça, on pourra y répondre ensuite. Je remercie évidemment le musée de nous accueillir ce soir. Évidemment aussi, c'est à l'initiative cette conférence des pompes funèbres intercommunales de la région grenobloise, donc du coup qui reprennent un peu ce cycle de conférences au musée qui avait été interrompu évidemment suite par rapport à la pandémie. On aura un temps d'échange entre les intervenants et les intervenantes, on va dire d'une heure et demie, et ensuite on prendra un vrai temps pour les échanges avec vous, évidemment, puisque c'est aussi l'intérêt de pouvoir dialoguer avec les intervenants qui sont présents sur la scène et vous qui avez probablement pas mal de questions. Je vais préciser un peu nos intentions, puisque c'est moi qui tiens le micro là, mais nos intentions pour ce soir, en fait, c'était très clairement de faire, voilà, de rendre visibles certains acteurs, certains professionnels qui ont vécu des choses assez particulières pendant la pandémie. L'idée n'est pas d'être exhaustif, l'idée n'est pas de pouvoir tout dire dans cette table ronde-là, c'est simplement de donner une autre occasion d'échanger autour de ces thématiques-là, de donner à voir peut-être certains travaux, certains professionnels et quel type de travail ils ont dû et ils font et ils continuent de faire pendant cette pandémie-là, de rendre visible un petit peu aussi leur activité et leurs propres contraintes auxquelles ils ont dû faire face pendant la pandémie. Volontairement, on est local, donc on reste sur la question grenobloise ce soir. L'idée, progressivement, dans une seconde conférence et une troisième conférence cette année, on essaiera d'élargir à la région au niveau national, mais pour aujourd'hui, très clairement, c'est des professionnels de Grenoble qui ont dû gérer les choses ici pendant la pandémie. Voilà, je vais rapidement présenter simplement Pascal Constantino qui a la lourde charge justement de démarrer cette table ronde. Donc on précise bien que c'est la seule femme ce soir. Ok. Malheureusement, elle devait être deux et du coup, votre collègue psychologue est justement grippé ce soir, donc du coup, est indisponible pour ce soir. Et que notre intention pour les autres conférences, mais aussi pour les précédentes, c'est évidemment d'articuler et d'avoir des hommes et des femmes, puisque du coup, les sensibilités sont différentes, mais les postes peuvent être les mêmes. Donc, notre intention là, nous sommes beaucoup d'hommes, mais nous ferons attention la prochaine fois à mettre aussi plus de femmes sur la scène. Donc, je démarre par une question volontairement générale. L'idée, c'est vraiment d'avoir des retours d'expérience à des postes différents. Et on a voulu, dans l'intention, après, on ne peut pas toujours faire exactement ce qu'on veut, mais là, c'était de donner à voir une expérience en EHPAD, d'autres expériences à la chambre mortuaire, et enfin, d'autres expériences aux pompes funèbres intercommunales. Donc l'idée n'est pas de dire on va tout aborder et on aurait pu mettre d'autres personnes sur la scène. Là voilà, on a réussi à sélectionner ceux-là et ils ont bien accepté de parler pour nous. Voilà, notre intention n'est toujours pas d'être exhaustif. Donc je vous laisse la parole, simplement de commencer par voilà, de votre poste. Donc vous pouvez parler simplement, il n'y a pas de on ou de off. De votre poste de directrice, voilà, qu'est-ce qui a changé? Comment est-ce que vous avez géré? Qu'est-ce qui a été éventuellement aussi le plus pénible et de votre position de directrice? D'accord. Bonsoir à tous. Donc moi, je m'appelle Pascal Constantino. Je suis effectivement directrice d'un EHPAD sur Grenoble de 93 résidents. Ce qu'on a vécu pendant la pandémie, je le souhaite à personne. Voilà, il n'y a pas de mots pour décrire. On peut accueillir 93 résidents
Ce qu'il faut savoir, c'est que durant la période... alors, le premier confinement, pour nous, on est passé à travers. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de personnes positives au Covid. Par contre, durant le deuxième confinement, on a eu 64 résidents qui ont attrapé le Covid. Et sur ces 64 résidents, malheureusement, il y en a 31 qui sont décédés. 31 du Covid, sur une période assez courte, puisque ces 31 décès se sont étalés de octobre jusqu'en janvier. Avec un pic, comme on en discutait tout à l'heure, pour tous les professionnels, là, un pic au mois de novembre, alors je reprends mes notes, où on a eu 14 décès sur un mois. Faut savoir qu'en EHPAD, la moyenne des décès par an, c'est entre 10 et 12. Donc voilà, on essaye de prendre soin de nos petits papis-mamies. Généralement, ça marche bien. Donc on s'est retrouvé face à une situation où on a eu des fois 3-4 décès dans la même journée. Quelque chose de très bête, on ne savait plus où les mettre. Voilà, première chose, on va faire comment ? Donc personnellement, moi j'ai vidé la salle d'animation, qui est une grande salle chez nous, où j'ai pu mettre les personnes défuntes en attendant les PFI, qui étaient débordés aussi. Donc d'habitude, ils interviennent dans les 4-5 heures maximum du décès. Là, ça nous est arrivé de garder des corps de 12 à 24 heures. On n'est pas équipé pour ça. On n'a pas de chambre mortuaire. Donc il y a quand même une solidarité qui s'est faite entre corps de métier, en tout cas avec les PFI, qui m'ont dépanné sur beaucoup de points. Notamment, ils m'ont prêté une table réfrigérante. C'est pareil, il y a eu une rupture de stock des des housses blanches là, funéraires. Oui, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, désolé. D'accord, un suaire. Où ils m'ont aussi dépanné. Je les en remercie. Voilà, il y a vraiment eu une entraide d'un point de vue technique et logistique. On a été débordé à tel point que moi j'ai donné mon bureau aussi. J'ai laissé mon bureau à disposition des familles pour aller se recueillir devant le corps de leurs défunts. Voilà, tout ça, ça laisse des traces. C'est très très difficile à vivre. Moi, j'ai pas signé pour ça. Je pense que personne dans la salle était prêt à ce genre de choses. Il y a quand même eu une entraide. Moi, par exemple, je suis une pure dure administrative. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une blouse. Alors à l'époque, il n'y avait pas de vaccin, il n'y avait rien. Personnellement, l'EHPAD Régniès n'a pas souffert de manque de masques ou de gel hydroalcoolique. C'est déjà beaucoup. Moi, j'ai mis une blouse, j'ai mis des lunettes, j'ai mis un masque et j'ai été tenir la main des papis-mamies pour pas qu'ils meurent tout seuls parce que leur famille n'avait pas le droit de rentrer. Donc voilà, ça c'est... Je suis pas habituée à ça, même si je travaille en EHPAD. Moi, mon rôle, c'est d'accompagner les personnes âgées dans leur fin de vie, d'essayer qu'elle soit la plus belle possible, parce qu'on sait très bien quand ils rentrent en EHPAD, c'est la fin de leur vie, même s'ils sont pas en fin de vie, ils sont dans la fin de leur vie. Donc voilà, puis ces petits papis-mamies, on s'y attache. Il y a des jours où c'est très, très dur. On a passé des jours avec les soignants à pleurer, voilà, même si c'est pas notre père, notre mère, c'est compliqué, ça a été très compliqué. Les soignants, d'un point de vue soignant, ont souvent pas eu le temps de faire le deuil des personnes qu'ils accompagnaient. Les familles, je vous en parle pas. Néanmoins, moi, j'ai accepté, en faisant signer une décharge aux familles qui viennent dire au revoir à leurs proches, tout simplement. Mais ils ont dit au revoir dans des conditions dramatiques, puisqu'on avait monté des paravents, parce que les personnes, il y en avait au moins 3 ou 4 à la fois, avec des paravents, et on essayait de prendre des rendez-vous pour pas que les gens se dérangent. Enfin, ça a été très, très, très compliqué. Voilà, c'était vraiment une période qu'on était loin d'imaginer.
quelque chose qui a été, on en parlait tout à l'heure, relativement frappant pour tout le monde, pour les soignants, pour les salariés, pour les familles, c'est que à partir, je sais plus, on disait de décembre, enfin dès que le Covid, enfin on a compris que c'était dangereux et très contagieux, la mise en bière se faisait à l'EHPAD. Alors ça, c'est voilà, c'est, je sais même pas comment vous le dire. C'est traumatisant pour moi. J'avais la secrétaire, quand elle voyait le corbillard arriver, elle partait en courant, quoi. C'était voilà, les familles qui ont assisté à ça aussi, mais dans des conditions qui sont pas des conditions normales. Enfin, je sais pas comment on peut dire, habituelles en tout cas. Voilà. Donc il y a eu une entraide qui s'est fait. Alors on va essayer de regarder le côté positif. Des fois, je me dis, bon, ben, il y a fort dans tout. Moi, c'est mon côté optimiste. En plaisantant, je dis toujours, je me suis fait des nouveaux copains, c'est les PFI. Donc, j'ai un nouvel ami, c'est Clément. Hein. Très dissipé ce soir. Voilà, j'ai découvert un métier aussi, parce que pour moi, j'avais pas de rapport spécialement avec les PFI, enfin les PFI ou autres pompes funèbres. Hein. Ils arrivent, ils sont très discrets, voilà. Et là, il y a un lien qui s'est créé, il y a une entraide qui s'est faite. On se racontait nos petits malheurs, combien vous en avez eu aujourd'hui, où vous en êtes. Voilà, on essayait de se rassurer. C'était très très difficile. Voilà, je ne sais pas ce que je pourrais ajouter. Il y a eu une solidarité qui s'est faite entre les membres des salariés. Moi, en tant que directrice, il y a des salariés qui sont venus me voir, des soignants, qui m'ont dit « mais jamais j'aurais cru que vous allez être capable de tenir la main d'un résident mourant ». Ben si. Mais voilà. Donc, le regard que les salariés ont porté sur la direction, bon, moi, je représente la direction, mais sur toutes les personnes administratives plus larges, il y a vraiment eu, même à ce niveau-là, une entraide. Enfin, je veux dire, on n'avait pas le choix de toute manière. On ne pouvait pas abandonner ces personnes, on ne pouvait pas les laisser mourir. Donc, enfin, les laisser mourir dans de telles conditions. Alors, merci. Voilà. Alors, du coup, on démarre tout de suite dans le vif du sujet. Ah, C'était oui. un peu nos intentions aussi. Hein. Est-ce que vous pouvez peut-être décrire un petit peu comment est-ce que vous avez adapté justement par rapport aux contraintes et aux restrictions, le lien avec les familles, enfin, comment ça a un peu évolué Alors, d'abord, on a dû s'adapter. Au départ, on avait 1, 2 cas, donc on arrivait à gérer. Après, notre salle de restauration, qui doit faire à peu près 90 mètres carrés, a été réquisitionnée parce que, comme on voulait, on voulait pas que les pandémies se répandent, mais bon, on faisait au mieux. On a été obligé de descendre toutes ces personnes dans une salle commune. Hein. On se serait cru dans un hôpital de gare, hein, comme on voit dans les films à la télé, avec des paravents. On a acheté des paravents. Les familles n'avaient pas le droit de rentrer. Parce que d'abord, on avait peur, au départ, on avait peur qu'elles nous ramènent le Covid. Après, on avait peur de leur donner le Covid. Donc voilà, ça a été très dur pour les familles. Moi, ce que j'ai fait dans mon EHPAD à titre personnel, j'ai mis en place des visios. Notamment, c'était de ça dont devait vous parler la psychologue. C'était elle qui était en charge avec une tablette. Il y avait des plages de rendez-vous pour que les familles puissent avoir une image de leurs proches. Alors, il y avait la psychologue qui faisait des visios avec les personnes qui étaient négatives. Et dans la salle dont je vous parlais tout à l'heure, la salle à manger, où on avait à peu près une quinzaine de personnes, il y avait une aide-soignante aussi qui faisait des visios. Alors là, c'était vachement plus dur pour les familles, pour la soignante. Souvent, le résident n'arrivait pas à s'exprimer, il ne comprenait pas. Donc voilà. Donc ce que j'ai décidé de faire, moi, c'est que tous les samedis, j'appelais toutes les familles une à une. Donc les 93 familles. Au préalable, on faisait une réunion médicale où on faisait défiler tous les résidents. Monsieur Untel, comment il va par rapport à la dernière fois? Qu'est-ce qu'on a mis en place? Quel est le nouveau protocole de soins, etc. Parce que les familles étaient en demande et elles m'attendaient le samedi au téléphone. Voilà, on a dû s'adapter comme ça. Il n'y avait plus d'animation non plus parce que c'était dangereux. Tous les objets qui pouvaient servir à de l'animation, il fallait
soit les désinfecter. Enfin oui, il fallait les désinfecter. On n'osait, même en les désinfectant, on n'osait même pas les passer d'une personne à une autre. Donc voilà, ils avaient droit, les pauvres, à un peu de musique. C'est ce qu'on a fait. Les personnes qui étaient positives, rassemblées en salle à manger, on leur avait mis de la musique. La télé, ça dérangeait, ils étaient un peu trop fatigués pour pouvoir suivre une émission ou quelque chose. Voilà. On avait des jeunes soignants qui ont été super, hein, qui ont fait des espèces de petits spectacles en faisant les clowns, quoi, pour essayer de les faire rire. Voilà, on a dû s'adapter avec les moyens du bord. Et comment réagissaient les familles, en fait, par rapport à ces restrictions-là, le fait que vous ne puissiez qu'une fois par semaine les contacter directement? Enfin, comment est-ce que vous avez géré ça aussi? Alors les familles, elles pouvaient appeler, alors surtout pas le matin. Le problème, c'est qu'elles ne pouvaient pas avoir directement les infirmières, parce que les infirmières et les aides-soignants étaient au chevet des résidents. Nous, dans mon EHPAD, en tout cas, on a eu quand même de la chance, c'est qu'on n'a pas eu d'absents, pratiquement pas. On n'a pas souffert d'un manque de soignants. Et on a eu des soignants, notamment une infirmière et plusieurs soignants extraordinaires qui étaient positifs, sans symptômes, et qui sont quand même venus travailler, qui ont bien voulu aller travailler et qui ont été travailler auprès des résidents positifs aussi. Donc ça, j'ai trouvé ça génial, parce qu'au début, on avait tous peur. On savait pas à quelle sauce on allait être mangé, on savait pas si on allait être contaminé. Voilà. Il y a quand même des soignants qui ont été contaminés suite à leur passage dans l'unité Covid. On appelait ça l'unité Covid. Moi, personnellement, je ne sais pas comment, j'ai jamais été positive. J'ai respecté les gestes barrières, je leur ai pourtant tenu la main. Voilà, j'ai fait très attention, mais voilà, je pense qu'il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres. Ça a été très, très, très dur pour les familles. On essayait de répondre à leurs appels téléphoniques. Alors, on s'est fait engueuler. Il y a des personnes qui étaient super sympas, qui attendaient l'appel, qui nous remerciaient. Il y en a d'autres où il y a des problèmes familiaux dans les familles, comme dans toutes les familles, qui m'ont envoyé balader en me disant « c'est pas la peine de m'appeler toutes les semaines, ça m'intéresse pas ». Bon, ben, ok. Et puis il y en a d'autres qui l'ont très mal vécu en me disant « mais vous croyez quoi, que je vais me contenter de ce que vous allez me dire une fois par semaine ?» Ben oui, mais j'ai rien d'autre à vous dire. J'ai pas le choix. Donc voilà, on a vraiment improvisé, on a fait du mieux qu'on a pu. Je pense qu'on n'a pas été les meilleurs, on n'a pas été les plus mauvais non plus. Donc voilà, il y a des familles qui venaient, je me souviens, il y avait une famille qui avait un hôtel-restaurant et qui donc a dû fermer du jour au lendemain et qui avait en réserve des fruits, des bonbons, et qui est venu nous amener tout ça pour les résidents. Voilà, plutôt que de laisser perdre, pour les résidents, pour les salariés. J'ai un monsieur aussi, un mari d'une dame qui est en UPG, en unité protégée, qui toutes les semaines apportait des grands sacs de confiserie, de bonbons pour les soignants. Et qui a gardé cette habitude. Je lui ai dit, mais arrêtez, ce matin, il est encore passé avec des sacs pleins de bonbons, tellement il a été agréablement surpris du dévouement des équipes. Voilà, donc, mais on a eu de tout, on a vraiment eu de tout en termes de famille. Tous les gens sont différents, ils réagissent, on ne réagit pas tous pareil. Voilà, donc ça a été très dur et très compliqué, oui. Ok, merci. Est-ce peut-être une dernière question par rapport au... Donc là, évidemment, on parle beaucoup des morts. Qu'en était-il des gens qui se savaient éventuellement aller vers la mort, et les autres résidents? Comment vous gériez justement cette articulation entre être au chevet de personnes en fin de vie et après de pouvoir enchaîner avec des personnes qui sont bien vivantes, en fait? Oui, mais ça a été hyper compliqué, parce que la nature n'est pas égale avec tout le monde, hein, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment il faut dire. Il y avait des personnes qui demandaient et Monsieur X, il est où, Monsieur X? Alors là, c'était... j'avais beaucoup de mal à répondre. Voilà, il est par là, il est parti, mais il est parti où? Il reviendra quand? Donc j'ai menti, hein. Plein de fois j'ai menti, parce que j'ai pas eu le courage de leur dire la vérité. Mais bon, après vous aviez des personnes donc dans la salle de restauration en unité Covid qui
Alors à l'époque, la contagion était de 10-12 jours, je ne sais plus exactement. Donc passé ces 10 jours où le protocole disait que les personnes n'étaient plus contagieuses, on les faisait retourner dans leur chambre. Et d'autres personnes qui mouraient au milieu de personnes qui allaient bien, qui étaient là parce qu'elles étaient positives. On a quand même eu des asymptomatiques, même au début de la crise. Mais c'était hyper compliqué, quoi. L'articulation a été très difficile. Là, la psychologue, elle a joué un gros rôle. Moi, je me suis défaussée. Moi, je savais pas. J'avais pas de réponse. Très bien. Merci pour votre sincérité aussi, votre honnêteté dans la prise de parole par rapport à ça. Alors on a souhaité faire une sorte de progression entre guillemets, hein, mais voilà, pour avoir un fil un petit peu, et que du coup maintenant on va donner un peu la parole à la chambre mortuaire du Suga, avec Patrick, si tu veux bien commencer. Bonsoir. Alors oui, bon, moi c'est Patrick Panchet, je suis responsable de la chambre mortuaire de l'hôpital de Grenoble. Alors que dire après tout ça? C'est vrai que nous, on intervient après, hein, bien sûr. On n'a pas eu ce souci, on va dire, de gestion. Alors nous, la première vague, bon, tranquille, on va dire ça comme ça, puisqu'on n'a eu que 38 cas. Ce qui nous a permis de nous organiser surtout et de mettre en place beaucoup de choses. Surtout quand on a eu la deuxième vague, on s'est aperçu qu'on était prêt en fait. Et à cette première vague, il a fallu être disponible 24 heures sur 24, donc réorganiser les équipes, les plannings, pour pouvoir être disponible 24 heures sur 24 pour libérer rapidement les chambres des services de Covid. Voilà. Il a fallu mettre en place aussi des protocoles, puisqu'à ce moment-là, cette maladie, on n'en savait pas beaucoup. Et comment intervenir dans une chambre? Donc, il a fallu travailler aussi la tenue complète. Hein, d'ailleurs, les professionnels intercommunaux le savent, puisqu'on avait à peu près le même discours là-dessus. Et combinaison. Et quand on ne sait pas, c'est la première fois qu'on intervient, on a une crainte quand même, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. On ne sait pas ce qui nous attend. Quand on rentre dans un service Covid, on se dit, on les voit tous comme ça. Bon. Mais ce qui a été difficile, enfin pour moi, et puis pour mes collègues aussi, c'est de devoir mettre un défunt dans une housse, de fermer la housse définitivement. Ça veut dire ne plus avoir la possibilité de la rouvrir pour la famille. Et ça, pour moi, c'était quelque chose de difficile, parce que c'est pas pour ça que j'ai signé dans mon boulot, pas du tout. et voilà. Donc après moi, mon rôle, ça a été aussi de faire la relation entre la chambre mortuaire, bien sûr, et notre direction, hein, puisque je devais rendre des comptes tous les jours sur le nombre de décès qu'on a eu. Alors, je vous dis, la première vague, ça a été, mais la deuxième vague, effectivement, tout à l'heure, on parlait des pics. Effectivement, ça a commencé octobre. Nous, ça a duré 7 mois, mais les plus importants, c'est vrai que ça a été octobre, novembre, décembre, où nous avons eu pratiquement 396 cas Covid en décès. Et ça a été difficile au niveau de la gestion. Ça a été très difficile. Parce que 24 heures sur 24, des équipes, des collègues qui tombaient malades. On a la chance que la direction nous a soutenus, hein, puisqu'on a eu quand même pas mal de soutien au niveau logistique. On nous a aussi fourni du personnel, puisqu'il fallait bien qu'on continue à tourner. Personnellement, ça m'est arrivé de rester plus de 5 jours à l'hôpital sans rentrer à la maison, 24 heures sur 24. Et voilà. Tous les protocoles ont été mis en place pour pouvoir intervenir correctement, et voilà. Est-ce que pour donner un peu une idée, parce que du coup, je ne sais pas si tout le monde est au fait de l'activité d'une chambre mortuaire dans un CHU tel que le Suga. Est-ce que tu peux expliquer un peu peut-être l'ordinaire, et puis après arriver sur l'extraordinaire avec justement l'intensification de... Nous, à la chambre mortuaire de l'hôpital de Grenoble, en général, on tourne... Alors,
la moyenne des décès, c'est assez fluctuant, bien sûr, mais c'est entre 100 et 120 à peu près. Et pendant la période Covid, on est monté jusqu'à 300. Voilà, 300 décès par mois. Oui. Voilà. Sur le gros pic, hein. Après, ça a été, c'est redescendu, mais c'était à peu près ce qu'on a subi. Ce qui nous a permis aussi on va dire, de tourner, parce qu'on n'a pas pu pousser les murs de la chambre mortuaire, forcément, hein. On n'avait que ce qu'on avait. L'avantage, ça a été, et malheureusement pour les familles, ça a été les mises en bière qui devaient être pratiquées dans les 24 heures, ce qui a permis de tourner assez rapidement aussi et de libérer aussi la chambre mortuaire assez rapidement. Voilà. Est-ce que du coup, vous l'avez évoqué Pascal, peut-être revenir sur la spécificité de la mise en bière dite immédiate. Peut-être que pas tout le monde est au fait en fait qu'est-ce que ça change pour vous, aussi bien pour les EHPAD, la chambre mortuaire que les pompes funèbres. Qu'est-ce que ça change opérationnellement, logistiquement parlant, et vis-à-vis évidemment des familles? Alors, ce qui a changé à ce niveau-là, pour les cas Covid, c'est que déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, on fermait la housse définitivement. Le nom était écrit sur la housse, bien sûr, avec l'identité du patient, enfin du défunt. Et arrivé à la chambre mortuaire, l'entreprise de pompes funèbres devait, dans les 24 heures qui suivaient le décès, faire la mise en bière pour ensuite la destination... crémation, inhumation, après, tout dépendait aussi le choix de la famille à ce moment-là, sans la possibilité de la famille de pouvoir voir son défunt. Parce que ça, je le précise encore, et ça, c'est quelque chose qui a été dur pour l'équipe, hein, très, très dur pour notre équipe. Alors, je voudrais rebondir là-dessus. C'est que, effectivement, les familles n'avaient pas le droit normalement, une fois que la personne était morte, moi, j'ai enfreint la loi, j'avoue. Ça me faisait trop mal au cœur. J'ai quand même donné la possibilité aux familles de venir leur dire au revoir. Ce qui a été terrible pour les familles, c'est que nous, en EHPAD, quand il y a un décès, on a l'habitude de faire une petite toilette, voilà, de préparer le résident à son dernier au revoir à sa famille. Là, c'était pas possible, on pouvait plus les toucher. Et surtout, les familles, et ça, moi, je l'ai vécu malheureusement à titre personnel, on ne pouvait pas les habiller. C'est-à-dire qu'ils partaient comme ils partaient. Moi, j'ai eu une famille, les deux filles de la dame qui est décédée, il y en a une qui m'a fait une crise de nerfs. Elle ne pouvait pas concevoir que sa mère allait partir en chemise de nuit, dans une housse. Voilà, quoi. Ça a été... donc, on a trouvé une parade avec les PFI, c'est que ils ont fermé la housse et ils lui ont mis ses vêtements qu'elle aurait dû porter sur la housse. Voilà, malheureusement, la famille a dû se contenter de ça. C'est horrible. Et même, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais moi, malheureusement, j'ai perdu mon beau-père et ma belle-mère à titre personnel du Covid à 1 semaine d'intervalle. Mon beau-père qui était hospitalisé, à qui on n'a pas pu dire au revoir. Voilà. Il est mort dans la nuit. J'ai perdu mon papa aussi, voilà. Dans les mêmes conditions. Ma belle-mère qui est morte 1 semaine après, et de la voir partir en chemise de nuit, c'est vrai que ça a été... voilà, j'ai juste eu le temps, j'avais un chapelet dans ma voiture, j'ai couru, j'ai mis le chapelet dans la main, et ça a été terminé. Je sais que mon compagnon, il en a été malade, il me dit, mais tu te rends compte, elle part avec sa chemise de nuit et ses petits nounours. Voilà, je lui ai dit, écoute, au moins elle est bien, elle est confortable. Mais ça a choqué les familles, et ce que je peux comprendre parce que moi je l'ai vécu. Et cette image, donc la mise en bière s'est faite à la maison, du cercueil qui sort de la maison. Je veux dire, ça c'est des trucs qu'on voit plus. C'est peut-être des choses qui se pratiquaient avant. Je sais pas. Je me souviens, ma grand-mère, effectivement, ça s'est fait il y a plus de 40 ans. Mais c'est hyper difficile de voir sa famille dans un sac plastique, en pyjama, ou des fois même en robe d'hôpital. Je ne sais pas comment on appelle ça, les chemises d'hôpital. Voilà, oui, voilà. Hein, parce que c'est vrai que pour la prise en charge des soins, nous, on en a. C'est beaucoup plus facile, c'est vrai, qu'un pyjama ou qu'une chemise de nuit. Et il y a des familles pour qui ça a été terrible, quoi. Et je confirme parce que moi, je l'ai vécu à titre perso. Et alors, du coup, comment vous étiez au courant de ça, en fait ?
et vous, à votre niveau aussi, il y avait ces questions de la dignité de la personne, et que effectivement vous aviez aussi votre responsabilité d'aller dans les services et de gérer finalement une intensité et un nombre élevé de décès et de défunts. Comment, par rapport à ce que dit Pascal, comment vous avez vécu ça, comment vous l'avez expérimenté? Je prends un petit peu le relais. Je suis Frédéric Cardozo-Salmeron. Je travaille au sein de la chambre mortuaire avec mon collègue et ami Patrick. Je suis également un des formateurs du CHU sur les pratiques funéraires. Notre ressenti, notre vécu de l'équipe au sein même du... Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Le ressenti de l'équipe, il a été tel que quand on, entre parenthèses, débarquait dans un service de soins Covid pour prendre en charge un patient, le poids était tellement présent, tellement oppressant que on ne se doutait pas du tout déjà comment on allait trouver le corps, dans quelles conditions on allait nous donner le corps. On ne savait pas également si la famille était dans les parages et comment elle allait réagir à l'enlèvement du corps. C'était un moment très très compliqué à vivre. Personnellement, j'ai toujours voulu donner de l'humanité aux défunts que l'on a pris en charge. Et souvent, on avait dans la chambre des petits objets qui accompagnaient le défunt, que les familles avaient laissés, que les petits-enfants avaient écrit pour le papier, pour la mamie. Eh bien, on a souvent pris avec l'équipe l'initiative de récupérer ces petits objets et les glisser dans la housse mortuaire avec le défunt. Voilà. C'est rendre l'humanité à l'humain, tout simplement. Et j'ai coutume de dire en formation à mes élèves que la première vague était une vaguelette, la seconde vague était un tsunami. Réellement, un tsunami. Pour l'avoir vécu, c'était quelque chose d'inimaginable. Le point positif dans tout ça, si tant est qu'on puisse en trouver un, c'est le renforcement des liens entre les collègues qui sont également des amis, Patrick en est un pour moi, mais également de renforcer une collaboration plus précieuse encore, plus forte avec les équipes de soins, avec les entreprises de pompes funèbres, et de participer à cette entraide, toutes dans le même but, c'est prendre soin de nos proches, prendre soin de nos défunts, même s'ils sont potentiellement infectés, même si on les met effectivement dans une housse mortuaire, même si la famille ne peut pas se recueillir comme elle le souhaite, même si on ne peut pas appliquer des pratiques rituelles, confessionnelles sur un défunt, mais toujours garder en tête que l'on est face à un humain qui mérite le plus grand des respects. Voilà. Et comment, dans la gestion, on va dire, quotidienne aussi, parce que du coup, là, ce que Patrick évoque, c'est que du coup, vous vous êtes mis en 24/24, je crois que vous avez dormi sur site pendant une période, en fait, quand même, et que du coup, vous enchaîniez les 3-8, et que vous, en fait, vous êtes aussi une petite équipe, en fait, et qu'il y avait aussi ce risque éventuellement de tomber malade. Je crois qu'il y en a quelques-uns qui sont tombés malades de temps en temps. Enfin, voilà, comment ça se vit aussi, et là, comment vous gériez aussi avec vos propres familles, en fait, et voilà, comment on continue à aller au travail aussi dans ces situations-là. Eh ben, il y a eu une grosse solidarité de l'équipe, en tout cas, et ça, je les remercie, puisque à la mise en place du nouveau planning, on a dû tout changer. On n'était pas habitué, bien sûr, à travailler la nuit, nous, à la chambre mortuaire, et tout le monde a dit oui, tout de suite, il n'y a pas de souci. Et oui, des collègues sont tombés malades. On a eu la chance d'avoir du renfort un peu de la médecine légale, et puis des pompiers aussi du CHU qui sont venus nous épauler. Mais on n'a jamais regardé nos heures. Moi, personnellement, quand un collègue était tombé malade, je ne me suis pas dit qui va le remplacer. Je suis resté sur place. Comme je disais tout à l'heure, ça m'est resté. J'ai quasiment travaillé 28 jours sans repos.
en faisant des nuits, mon épouse est là, elle peut vous le dire, et j'ai travaillé plus de 4 nuits, et quand on dit 4 jours, c'est de dormir peut-être que 1 à 2 heures par nuit, puisqu'on a été à la deuxième vague sollicité en permanence. Je me suis vu m'endormir sur le bureau en étant en train de taper un mail, par exemple, de m'endormir, parce qu'on était fatigués, mais on a tous fait la même chose. Et franchement, j'ai eu une équipe qui a été vraiment géniale à la chambre mortuaire, on a tous été solidaires, voilà. Mais on ne s'est pas posé ces questions, on a foncé, voilà. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une certaine solidarité, même les gens qui ne sont pas habitués généralement à nous aider dans ce genre de pratique, parce que c'est quand même, on a découvert la vraie personnalité des gens, et à l'unanimité, ils étaient tous présents, ils répondaient tous présents, on n'avait même pas besoin de leur demander. Moi, je me souviens, il y avait une soignante, c'était son jour de repos, et puis je la vois débarquer en salle Covid. Je dis, mais vous faites quoi là? Elle me dit, non, mais moi, je peux pas rester sur mon canapé, sachant que vous êtes là à galérer, voilà. Et ça, on en a eu plein des exemples comme ça. Donc, la pandémie a eu quelque chose de positif, hein, si tant est, voilà. C'est qu'il y a eu vraiment une solidarité et une entraide entre tous les corps de métier. On savait plus qui était le directeur, qui était le soignant, puis on n'avait rien à faire. Ce qu'on voulait, c'était prendre soin de nos résidents et des personnes pour qui on était responsable, et on s'était engagé vis-à-vis de ces personnes et de ces familles. Et je trouve que spontanément, tous les soignants, toutes les personnes ont donné, quoi. Elles se sont défoncées. Moi, perso, je suis rentrée dormir chez moi le soir. Mais voilà, nous, normalement, on n'est pas les directeurs sont d'astreinte une semaine par mois. Là, on était d'astreinte H24. Donc, voilà, c'était. Oui. Et il y a aussi un truc, c'est que on avait tous peur, quand on rentrait chez nous, on avait tous peur d'être positif et de contaminer notre famille. Et ça a été quelque chose de... Je ne sais pas si toi, Frédéric, tu l'as vécu, mais moi, ça a été aussi un moment où je ne voulais plus rentrer, en fait. Je ne voulais plus rentrer. Voilà. Mais bon, ça s'est bien passé, en tout cas pour moi, puisque... voilà, je l'ai attrapé, bien sûr, hein, parce qu'au bout d'un moment, on finit par l'attraper. Mais non. À la deuxième vague. Voilà. Et est-ce que vous pouvez préciser vraiment qu'on s'imagine bien comment vous faisiez aussi éventuellement pour les non-Covid, en fait, puisque du coup là on parle beaucoup des personnes qui ont été Covid ou suspectées Covid et qui avaient dû subir la mise en bière immédiate, et en même temps il y avait d'autres familles qui ont vécu des décès sans que ça soit associé au Covid et que vous deviez aussi accueillir, accompagner dans les restrictions qui étaient... Oui, alors... Après, nous, on avait des horaires aussi. On avait les horaires habituels du matin où on pratiquait les mises en bière normales, on va dire, des personnes qui étaient non Covid, hein, où les familles pouvaient venir, se recueillir et tout. Et les mises en bière des personnes Covid, on les pratiquait plutôt l'après-midi, puisque les familles pouvaient venir, hein, mais elles ne venaient pas, en fait. Il y avait aussi cette peur, je pense, de venir à l'hôpital ou même à la chambre mortuaire, puisqu'on a eu très très peu de familles présentes. Bon, même s'ils ne pouvaient pas assister, ils pouvaient quand même être présents après la fermeture du cercueil. Voilà, un petit moment, mais on a vu très peu de familles présentes à ce moment-là. Et donc, voilà, la séparation, elle était un peu là, puisque le matin, c'était pour les non-Covid, et l'après-midi, on faisait plutôt les personnes Covid. Voilà. Ben, nous, on n'est pas, j'avoue que nous, je pense qu'on a été mauvais. On s'est tellement concentré sur les Covid que les non-Covid, bon, bien sûr, on les accompagnait. On faisait rentrer leur famille. Hein. Bien évidemment que les personnes qui étaient en fin de vie, dont on savait que la mort était imminente, on a accepté que les familles rentrent, en ayant la panoplie complète de l'époque. Mais je pense effectivement que vous avez raison, on s'est plus concentré sur les Covid que voilà, il faisait mauvais temps de mourir d'autre chose que du Covid en EHPAD à cette époque, hein, malheureusement. Je crois que Frédéric voulait rajouter quelque chose ou... Oui, je voulais dire aussi quelque chose de plus personnel.
que ce soit mes confrères pompes funèbres ou moi-même personnellement, et là je prêche pour ma propre paroisse, tous vos voisins savent le métier que vous faites. Ils connaissent votre activité. Dans la majeure partie des cas, vous travaillez dans une chambre mortuaire, vous êtes dans un hôpital, vous fréquentez des gens malades du Covid, vous fréquentez la mort liée au Covid, à la Covid. Et ce que moi j'ai vécu personnellement, c'est la fuite en avant de personnes, alors pas de mon entourage proche, mais en tout cas de mes voisins et de personnes que je rencontrais régulièrement, tout simplement parce qu'on avait cette image de potentiellement nous-mêmes être porteurs de ce virus parce qu'on fréquentait justement les personnes décédées de ce virus. Donc ça n'a pas été quelque chose de facile. Et puis pour rebondir sur ce que disait Patrick, pour les familles décédées, dont les proches sont décédés non du Covid, c'était quelque chose aussi de compliqué. Non pas par rapport à la procédure habituelle des mises en bière au sein de la chambre mortuaire, mais c'était compliqué de se dire que ces familles avaient la chance, le privilège de pouvoir se recueillir, de voir leurs proches habillés, de voir leurs proches préparés, de pouvoir se recueillir dignement et se dire qu'il y a d'autres familles tout aussi nécessiteuses et qui en avaient vraiment besoin, qui, elles, ne pouvaient pas le faire parce qu'elles étaient pénalisées. Et quand on a eu des familles, et moi ça a été mon cas, des familles d'une extrême agressivité par rapport au port du masque, par rapport au gel hydroalcoolique, par rapport au nombre, compte tenu de la jauge dans le service hospitalier, eh bien, elles leur ont expliqué que oui, vous avez perdu quelqu'un, mais pensez aux familles qui, elles, ne pourront pas voir leurs proches. Et ça a permis parfois de désamorcer des bombes et surtout de relativiser l'importance de la vie et l'attachement qu'on y porte. Voilà. Moi, je voulais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Moi, j'ai été fuie par ma propre famille. C'est-à-dire que tout le monde était confiné, donc mes enfants qui sont grands sont revenus chez moi. J'étais bien. Par contre, quand je rentrais chez moi le soir, ma fille, elle m'engueulait en me disant que je leur faisais courir un risque que je réalisais pas, que voilà, j'avais pas besoin d'aller travailler, tant pis, qu'il fallait que je démissionne. Et elle m'avait pondu un petit protocole. Donc, quand j'arrivais, je devais me déshabiller dans le garage. Elle m'attendait avec le gel hydroalcoolique. Je montais les escaliers, je devais passer sur la douche. Et après, je pouvais discuter avec elle et éventuellement lui parler. Mais voilà. Donc, ça a été aussi compliqué à titre perso. À un moment donné, moi, je me suis fâchée avec ma fille. Parce que voilà. Elle avait peur. Elle avait une peur panique. Ouais. On a été un petit peu des pestiférés à un certain moment de notre vie professionnelle pendant la pandémie. Très bien. Merci pour tous ces échanges. Déjà, je vais me tourner vers ma gauche, du coup, pour donner aussi un peu la parole, du coup, au PFI. Donc, du coup, évidemment, les PFI, là, sont sur la scène, mais évidemment qu'il y a d'autres pompes funèbres dans l'agglomération grenobloise, évidemment, et que du coup, peut-être il y en a dans la salle. Enfin, voilà, on parle au titre des pompes funèbres, mais voilà, il y en a d'autres. Tanguy est donc thanatopracteur, donc je ne sais pas si tout le monde sait exactement en quoi ça consiste, donc si tu peux le préciser, et éventuellement, quel est ton travail au sein du PFI et comment est-ce que tu as vécu cette période ? Alors, bonsoir à tous, donc, je suis Tanguy Gravé, thanatopracteur au pompier intercommunal. Alors mon métier c'est embaumeur moderne, c'est-à-dire que je prépare les défunts, je prodigue des soins de conservation, de présentation et d'hygiène afin de leur donner un aspect plus digne, plus présentable auprès de leurs proches, de leur famille. Voilà. Et alors, par rapport à éventuellement déjà ce qui a été évoqué là, est-ce que toi, de ton point de vue, mais aussi au nom de l'équipe, puisque vous êtes plusieurs dans la chambre funéraire des PFI, voilà, quel est l'ordinaire généralement de votre travail? Et là, comment est-ce que l'extraordinaire Alors, l'extraordinaire, beaucoup de choses ont été dites, donc je risque de répéter ce qui a été dit par mes confrères.
Alors, le quotidien d'un thanatopracteur au PFI, c'est au pompe funèbre intercommunal, c'est qu'il fait de la thanatopraxie et en même temps, il gère une chambre funéraire. Là, pendant la période de crise sanitaire, la thanatopraxie a été quasiment inexistante avec les défunts diagnostiqués Covid, puisqu'on ne pouvait pas les préparer, pas les toucher, pas les voir. On ne pouvait rien faire. Donc, je rebondis sur un exemple que vous avez dit tout à l'heure, Pascal, pour la famille avec qui ça ne s'est pas bien passé parce que leur maman partait en chemise de nuit. Et je m'en rappelle parce que j'y étais et j'ai fait la mise en bière avec mes collègues. Et ça a été compliqué parce que, oui, ils nous ont dit clairement, vous enterrez mieux les chiens que nos proches. Donc, et je sentais que ça avait été très compliqué avant avec vous. Donc, et c'est vrai que moi, alors, par rapport à la crise sanitaire, la première vague, comme dit Frédéric, ça a été une vaguelette. Donc, dans cette malchance, il y avait une chance, c'est qu'on a pu quand même préparer des réglages de protocoles d'hygiène assez poussés pour, justement, au cas où c'était le tsunami qui risquait d'arriver. Donc, alors, ce qui s'est passé, que nous, au pompe funèbre intercommunal, quand il y avait un décès diagnostiqué Covid, la famille pouvait quand même choisir son cercueil, pouvait venir au centre, déjà organiser les obsèques. Et nous, pendant ce temps-là, on constituait une équipe de 4 personnes, dont un thanatopracteur, pour préparer, je dirais, la levée de corps, la mise en bière obligatoire en cercueil simple. Donc, pendant que le cercueil avait été choisi, un technicien assemblait le cercueil et ensuite on partait sur le lieu de décès, donc la maison de retraite, l'hôpital, même le domicile. Et à partir de ce moment-là, il y avait des protocoles qui étaient assez poussés, assez pointus. Sachant qu'on travaille l'hygiène au quotidien, on se prépare et on se protège. Et là, on devait donc par étapes se changer, mettre les combinaisons, mettre les équipements de protection individuels devant l'unité de service ou devant le lieu où séjournait le défunt. Et après, on avait des étapes bien particulières, c'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui prenaient en charge le corps du défunt dans la housse mortuaire fermée. Ça, pareil, c'est quelque chose qui m'a surpris, qui m'a choqué, parce que nous, on fait des fermetures à la chambre funéraire de cercueil de défunts, mais à visage découvert, la famille peut le voir, la famille peut le toucher, il y a un contact intime, et là, c'était le néant total. Alors, les personnes qui prenaient en charge la housse pour la mettre dans une deuxième housse, parce qu'on doublait, on triplait les housses par rapport au protocole d'hygiène en désinfectant les housses à chaque fois. D'autres personnes, justement, avaient la mission de désinfecter le matériel au fur et à mesure des étapes. Ensuite, on attendait, une fois que le défunt était mis en place dans le cercueil, la présence de la police pour vérifier que c'était bien l'identité qui était marquée sur la housse. Et une fois que la police avait vérifié, on procédait à la fermeture de cercueil sans la famille n'était pas là. Et donc, on était, je dirais, le défunt était accompagné du personnel soignant et des pompes funèbres. Nous étions les derniers liens avec la vie, avec le défunt. Donc, et ensuite, après, ça s'est assoupli au fil du temps. Et ça, dans un premier temps, c'était quand même assez... c'était froid, c'était glacial. Hein. C'était inhumain. Parce qu'on est tous touchés par la mort. Et puis, voilà, on a tous été touchés de près ou de loin par le Covid, dans nos proches, dans nos familles. Donc, on peut se mettre à la place des gens, même si on n'est pas à la place des gens, on peut imaginer ce qu'ils ressentent. Donc, après, avec le temps, pareil, moi aussi, j'ai dépassé, je dirais, les lois. Au bout d'un moment, quand les familles, vous sentez qu'il y a le désespoir, vous faites des choses que c'est l'instinct qui parle. C'est vous arrangez un visage. Une fois qu'on pouvait présenter un visage découvert, et que la famille pouvait se recueillir avec les équipements de protection individuelle dans la chambre de la maison de retraite, nous, ce qu'on faisait, on arrangeait, on fermait les yeux, on posait les vêtements sur le défunt, on faisait des choses, parce qu'il y a des familles qui se sont imaginées clairement que le défunt était parti sans les vêtements étaient partis à la poubelle d'un côté, et le défunt était parti dans la housse. Moi, j'ai des voisins qui sont venus me demander qu'est-ce que vous avez fait des vêtements et du chapelet, des dessins faits par les petits-enfants, c'est parti à la poubelle. Et moi, je leur ai dit non, clairement, on l'a mis
symboliquement dans la housse avec le défunt, donc il y a une symbolique. Donc ça, déjà, ça a rassuré les gens, ça leur donnait un côté un peu plus humain, en se disant que voilà, il y avait des choses qui avaient été respectées par rapport aux volontés. Alors je trouve que vos témoignages, et le tien là particulièrement, est assez important en fait, parce que ça, c'est peu de choses sont visibles comme ça en fait. En tout cas, moi je travaille sur ce sujet-là, donc je suis au courant, mais j'ai l'impression qu'aussi collectivement, ce ne sont pas des choses qui sont forcément nécessairement dites ou sues, même des familles là localement, en fait, de à quel point vous, en tant que professionnel, vous avez été confronté aussi à toutes ces restrictions-là, avec des législations qui changent, avec des pratiques qui doivent changer, des pratiques d'hygiène, avec la propre peur de la contagion, et comment, à bon an, mal an, mais à chaque étape, en fait, vous avez essayé d'arrondir un peu les angles ou de faire avec des situations très contraintes et en même temps de garder quelque chose de l'ordre aussi de votre éthique et déontologie professionnelle, si on parle en ces termes-là. Qu'est-ce que tu peux dire aussi de l'équipe? En fait, il y avait ta position à toi en tant que thanato, et en même temps, il y avait d'autres collègues. Comment ça s'est géré? Comment vous avez vécu ces moments-là? Alors, on était dans l'action, on n'était pas dans la réflexion. Donc l'équipe, chacun jouait son rôle, on se perfectionnait au fil du temps. On avait, je dirais, des gestes réfléchis qui devenaient des réflexes. Parce que justement, on a pu mettre en place avec la première vaguelette, je dirais, pour le tsunami. Et il y avait une solidarité avec l'équipe, c'est-à-dire pas la peine de parler, des fois on savait tous ce qu'on avait à faire. Et l'équipe, je dirais, des pompes funèbres intercommunales, mais après il y avait aussi l'équipe des maisons de retraite, de la chambre mortuaire. Donc c'était un peu comme une famille en fait. On se voyait tous les jours là et on se posait les questions, je pense, en rentrant chez nous. Parce que dans l'action, il n'y a pas le moment d'avoir de la réflexion. Donc, et puis on se disait que chaque jour, c'était peut-être ça y est, on avait atteint le sommet. Puis en fait, c'était une antécime. Il y avait encore un sommet derrière, caché par un autre sommet. Bon, voilà, en fait, en gros, c'était une ascension vers l'inconnu, une équation à plusieurs inconnus, et donc tout le monde a été présent, tout le monde a joué le jeu. Hein. Et est-ce que, comme tes collègues là, est-ce que tu peux donner un ordre de proportion un peu par rapport à un ordinaire à la chambre funéraire des PFI, et là, un peu combien effectivement de patients et de personnes décédées vous avez dû... Alors combien de défunts en fait arrivent tous les jours à la chambre funéraire? À peu près, ça varie entre 5 et 10. Alors quand c'est calme, c'est 0 et 5. Quand ça commence un peu à avoir de l'activité, c'est 5 et 10. Après 10 et 15. Et là, on est arrivé jusqu'à 30. 30, dont la moitié diagnostiquée Covid. Donc, nous, une fois qu'on réalisait la mise en bière, ensuite, on transportait donc, le cercueil fermé, on l'amenait au centre funéraire. Et là, on avait mis en place un dépositoire, et avec une traçabilité bien établie, pour pouvoir mettre tous les cercueils dans cette pièce qui était affectée à ça. Donc là, c'est volontaire de ma part de donner un peu des proportions aussi, pour que vous vous rendiez compte un peu justement de l'activité professionnelle, là, pour le coup, et de comment est-ce qu'on a dû, comment ces professionnels-là ont dû finalement faire avec ces conditions et avec leurs conditions matérielles aussi. Donc, je vais peut-être donner la parole aussi à Sébastien, qui, du coup, lui a une autre place par rapport aux autres intervenants, c'est qu'il est directeur, donc il a dû gérer aussi d'autres facettes de tout ce qui a été évoqué là, et que du coup, voilà, je te laisse un peu terminer là-dessus. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Sébastien Lemauve, directeur général. On n'est jamais préparé. Hein. Pourtant, professionnel du funéraire, on ne pouvait pas être préparé. Ce que mes collègues ont considéré comme une vaguelette, dès le début, les problématiques en termes de direction étaient les suivantes. 1, protéger les salariés. Donc, c'était un peu un miroir de soi-même, une forme d'introspection, c'est-à-dire déjà juguler ses propres peurs, ses propres angoisses. Ça a été évoqué par des collègues par rapport à ses propres familles. Ça voulait dire aussi qu'il fallait protéger, donc ça sous-entendait une gestion logistique des matériels EPI, donc
équipement individuel de protection individuelle, pardon. Donc c'était une gestion stricte des stocks. C'était vivre un peu au départ en autarcie parce que nous avions encore quelques stocks. Il a fallu regarder, il a fallu chercher pour protéger. Donc ça, c'est la première responsabilité aussi du dirigeant d'entreprise, c'est-à-dire de s'assurer que les collaborateurs, les salariés sont protégés. L'autre point qui a été, me semble-t-il, méconnu, c'est-à-dire que nous-mêmes, PFI, qui allions partout, dans la maison de retraite, la chambre mortuaire, dans tous les établissements de soins, nous ne devions pas être vecteurs de cette maladie. Car sur la première vague, effectivement, finalement un petit peu moins touché, certes, que d'autres territoires, mais pour autant, moi j'ai toujours eu en tête, alors je vais vous le dire avec de l'émotion parce que ça ne m'a jamais quitté depuis, hein, ça m'a hanté, ce qu'avaient vécu nos amis italiens. Et ça, on le savait. On le savait. Donc sur la première vague, en fait, on n'a pas subi le même drame. Pour autant, il fallait pouvoir créer de la réassurance, de dire que nous allions pouvoir être en confiance, travailler, éviter l'absentéisme qui pouvait au demeurant arriver puisque nous ne pouvions pas bénéficier nous-mêmes pour que nos enfants soient gardés. Le seul point personnel que je voudrais vous évoquer, c'est simplement moi, j'ai 3 enfants et aussi bien moi, ma femme, nous étions en première ligne, hein, ce qui dit pudiquement en première ligne. Bon, les enfants ne comprenaient pas. Ça générait de l'angoisse. Donc cette angoisse des personnes quelque part en première ligne est arrivée dans nos foyers, au-delà de la maladie en fait, hein, simplement de qu'est-ce qui pouvait nous arriver à nous. Bon, ceci étant dit, comment il fallait réagir. Donc toute l'équation pour nous qui était difficile, extrêmement difficile à résoudre, c'était comment garantir des funérailles dignes en étant finalement garant de la salubrité publique dans un contexte, dans des contraintes sanitaires bien sûr, mais surtout des contraintes réglementaires. Donc la première vague, il faut savoir, donc confinement, salle de cérémonie limitée à 20 personnes. Donc déjà là, ça heurtait nos propres sensibilités. Comment permettre à des familles, à 20 personnes, de pouvoir rendre, je dirais dignement, un hommage. C'est-à-dire qu'on faisait forcément des mécontents. Il fallait forcément limiter les assemblées. Ça a été aussi, mon collègue, donc il y avait une interdiction totale de soins de conservation, donc pour les personnes décédées du Covid, mais également pour les personnes non décédées du Covid. Ça, il faut l'avoir vraiment à l'esprit. Donc, voilà, on avait vraiment ces enjeux, donc protection de soi-même, protection aussi pour ne pas être vecteur nous-mêmes dans les établissements de soins. Et puis, l'autre dimension était finalement d'essayer de faire en sorte aussi qu'il n'y ait pas de peur qui se propage. Elle est humaine, hein, cette peur, hein, elle est parfaitement humaine. Alors, ça, c'était la première vague, donc à peu près, ce qu'on voyait, il y avait à peu près 48 personnes qui étaient décédées Covid. En tout cas, nous avons eu à s'occuper de 48 défunts décédés Covid sur une période de 2 mois, donc fin mars, mai. Et puis est arrivé ce qui a été dit par mes collègues, hein, donc le octobre. On n'est pas préparé à ça, je le réaffirme, on n'est jamais préparé à ça. Donc octobre 2020, juste un moment fort pour moi. Donc appelé en urgence un samedi et mes collègues disent voilà, il y avait une admission de 10 ou 12 cercueils, je ne sais plus. Que faire ? Ça, c'était vraiment le début de ce qui se passait. Que faire ? Donc ce que nous avons pu mettre en place rapidement, hein, pour un accueil digne, c'était finalement de transformer la salle de cérémonie en dépositoire. Alors qu'est-ce qu'un dépositoire ? Ça a été permis bien sûr par la réglementation, c'était de pouvoir accueillir dignement dans la salle toutes les personnes décédées, donc en tout cas en cercueil fermé, donc des cercueils en nombre, puisque, je vous le dis avec une émotion forte, hein, puisque finalement cette salle de cérémonie, on est allé jusqu'à avoir 75 personnes, 75 cercueils, et ça a duré pendant 2 mois et demi, 3 mois. Et ça, c'est quelque chose. Alors, on a voulu
sanctuariser ce lieu. Donc il était protégé à la vue, protégé bien sûr par caméra, permettant des conditions bien sûr de préservation importantes. Je sais que j'ai créé de la frustration puisque peu de personnes y avaient accès. Pourquoi ? Parce que c'était tellement fort, tellement difficile, puisque c'était des décès massifs pendant des mois. C'était simplement pour préserver, sanctuariser tout ça et éviter peut-être une trop forte émotion qu'on n'aurait peut-être pas pu maîtriser. Ça a été vraiment la clé. La clé, c'est-à-dire que nous n'avons jamais failli. Donc je dis nous parce que moi, je n'ai pas grand-chose à voir là-dedans. C'est simplement que les équipes n'ont jamais failli. Donc la force, elle venait de là. Elle est venue aussi d'une réassurance. Et je saluerai, je remercierai le professeur Olivier Pollard qui est venu à notre demande, donc en octobre 2020, juste avant vraiment l'accélération forte. Alors Olivier Pollard est infectiologue au CHU et c'est quelqu'un qui a vulgarisé, nous a réassuré, nous a expliqué, et on avait besoin de l'entendre. Donc il l'a fait avec une grande humanité pour nous conforter, nous donner de la force. J'insiste là-dessus, de la force, parce que des doutes, je serais bien malhonnête si je vous disais que nous n'avions pas eu de doute, si moi-même je n'avais pas eu de doute. J'ai été pétri de doutes. Par contre, je ne pouvais pas ni le montrer, ni le témoigner. Donc en fait, ce soir, c'est la première fois où je rends public en fait ce que j'ai pu personnellement ressentir, en tout cas avec les équipes et être en résonance avec elles. Il faut savoir que nous n'avions pas de visibilité. Alors je vais prendre une métaphore maritime, contrairement à mon collègue qui était plutôt montagnard. On était sur un bateau, nous rentrions dans une tempête. Nous n'avions aucune connaissance de sa durée, de son intensité. Mais ce que nous savions, c'est qu'il fallait être sur le bateau. Nous étions à moyen constant et qu'il fallait absolument naviguer et avancer et sortir de ce tunnel dans lequel nous étions plongés. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important parce que nous remontions, un certain nombre d'informations aux autorités. Mais nous devions essayer d'augmenter nos capacités en fonction de l'activité. Et donc, en fait, on avait développé un petit outil de modélisation qui nous permettait de voir en fonction estimer un petit peu je dirais, l'activité en général et comment accroître nos capacités de réfrigération, nos capacités du crématorium. Finalement, on avait la lourde charge d'avoir la salubrité publique de tout le territoire grenoblois. Pourquoi ? Parce que les PFI, et c'est la seule chose que je dirais, c'est l'établissement local le plus important, et il ne fallait pas faillir, en fait. Nous n'avions pas le choix, et nous n'avions pas le droit. J'emploie le mot droit parce que ça a été un devoir, et je remercierai jamais assez tous mes collègues, je dis collègues, hein, vous voyez, je ne mets pas de hiérarchie, collègues, parce que il a été évoqué, je voudrais profiter de ce temps de parole pour expliquer, non, il n'y a pas eu de défunt à la patinoire de Grenoble. Aucun défunt n'est allé à la patinoire de Grenoble. Les personnes décédées du Covid étaient au dépositoire, à la salle de cérémonie, dans un lieu adapté, et le plus digne possible. Si je puis vous donner quelques ordres de grandeur, malheureusement, nous recevions jusqu'à 25 familles par jour. Alors, PFI, en temps normal, il y a à peu près 350-3400 familles qui nous font confiance, qui nous confient l'organisation des funérailles. Et là, 2020, c'était 4000. C'est-à-dire qu'en 2 mois, il y a eu 500 organisations de plus. C'est-à-dire que nous avions eu 2 fois plus d'activités qu'en temps normal, mais à moyen constant. Donc il a fallu se réorganiser. Il a fallu expliquer. On l'a fait dans des conditions extrêmement difficiles. Peut-être que nous évoquerons après un peu la gestion post-Covid, mais il y a eu le Covid, il y a eu l'intensité, il y a eu l'engagement, il y a eu la force collective, mais il y a eu surtout le post-Covid. Et je pense que, comme tous les soignants, comme toutes les premières lignes, les dommages sont là. Et il y a quelque chose qui est indélébile. Indélébile.
Très bien, merci. Je crois que c'est une certaine bonne manière de conclure un peu tous les témoignages là et vos expériences. On va demander à Clément et Bertrand de venir pour justement prendre un petit peu les micros et laisser un peu la parole à la salle. Donc, le temps que nous digérions justement un peu les retours d'expérience. Et ensuite, voilà, à celle ou celui qui souhaite prendre la parole pour un commentaire, une question précise. On est plutôt sur la gauche pour l'instant. Bonsoir, je m'appelle Catherine, je suis responsable des centres funéraires et du crématoire de Genève. Je voulais, enfin j'ai plein de choses à dire, mais essentiellement c'est que ce que vous avez évoqué par rapport au fait de ne pas voir les familles, je l'ai vécu aussi comme vous. Simplement, moi j'ai l'impression qu'en Suisse, on n'a pas eu le même virus. Parce qu'à partir du mois de mai 2020, j'ai pu présenter tous les défunts, faire tous les soins. Évidemment pas la thanatopraxie parce que nous on ne le pratique pas, mais à partir du mois de mai 2020, on a vécu ce soulagement immense en tant que professionnel de pouvoir dire aux familles, vous pouvez voir votre défunt. Ma seule obligation, c'était de prévenir, de recommander aux familles de ne pas toucher le défunt. Je l'ai pas interdit, mais je l'ai recommandé. Je précise juste que ce que je dis, c'est pour Genève. Ça ne concerne pas la Suisse en général, puisque d'autres cantons ont fait différemment. Mais j'ai vécu ça comme une bénédiction et je suis de tout cœur avec vous parce que cette possibilité qu'on a eue de présenter les défunts, je pense que dans notre vision des choses, ça a tout changé. On a eu comme vous la vaguelette et le tsunami, mais pendant le tsunami, on a quand même aussi continué à présenter les défunts et ça, c'était très précieux. On a comme vous été obligé d'arrêter les cérémonies ou en tout cas bien de les limiter. Et une autre chose que je voulais dire aussi, parce que ça m'a interpellée pendant votre conversation, c'est que je me rends compte que pour les Français qui ont eu des décès en Suisse, en plus de tout le reste, ils ont eu la contrainte de passer la frontière, parce que c'est la première fois de ma vie que je vois toutes les frontières fermées. Moi, j'avais un gros panneau sur ma voiture, service première ligne, etc. Donc je passais la douane facilement, mais des familles qui voulaient venir voir leurs défunts en Suisse étaient obligées de montrer patte blanche. Et puis j'étais obligée, moi, du coup, je me suis mise à faire des attestations qui valaient sûrement pas grand-chose dans un monde normal, mais qui là, d'un coup, donnaient la possibilité à des gens de passer les frontières. J'ai eu cette réflexion pendant que vous en parliez, en me disant que pour les Français qui avaient un décès frontalier, ça devait être une grosse contrainte complémentaire. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour vos interventions. Bonsoir, je m'appelle Evelyne, je suis des PFI. Il y a une question qui m'a un peu... Enfin, je vais vous poser, c'est pour le Shuga. Quand vous disiez, vous allez chercher les défunts dans les salles, enfin, dans les services, c'était exclusivement en réanimation, tous les services, et comment ça se passait? C'est-à-dire le passage du soignant à la chambre mortuaire. Est-ce que les soignants prévenaient les familles en disant « il est parti, il va partir », la transformation, et quand vous venez le chercher, c'était aussi bien le jour que la nuit? Comment ça se passait? Parce que je suppose que les personnes qui voyaient passer, excusez-moi le terme, une table avec une housse et quelqu'un dedans, comment ça se présentait? Est-ce que les gens, ils étaient réceptifs ou plutôt chagrinés, ou ils tournaient la tête? Vous voyez, dans quel sens ils vivaient la chose? Parce que tout le monde savait qu'il y avait le Covid, mais comment ils l'ont vécu? Alors, après, il y avait des services qui avaient été, bien sûr, confinés spécial Covid, hein. Donc, on le sait, à l'hôpital, il y avait des secteurs qui avaient été immobilisés Covid, où les familles, malheureusement, n'y étaient pas, surtout à la première vague. Donc, après, nous, on intervenait, oui, effectivement, à n'importe quel moment, hein, du jour et de la nuit, puisqu'on était de garde. Mais donc, on arrivait dans le service, on prenait le défunt et voilà, il n'y avait pas de famille, rien. Non, il n'y a pas de...
Vous vouliez dire en relation avec la famille, mais nous, la famille, on ne la voyait pas. Les 3/4 du temps, on ne voyait jamais la famille dans les services. Hein, Ouais, la prise en charge des défunts dans les services de soins était tellement particulière au niveau sanitaire, protection sanitaire, que l'accessibilité aux familles était très 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 restreinte. Et du coup, l'hôpital était vide de visiteurs. Donc la manipulation des défunts, le transfert des défunts des unités de soins vers les services mortuaires et la prise en charge, comme le dit Patrick, était complètement fluide, vraiment fluide. On n'a pas eu réellement, on va dire, de problème par rapport à ça. Le CHU avait mis en place une sorte de barrière de manière à ce que tout un chacun ne pouvait pas circuler librement dans l'établissement de santé. Et heureusement d'ailleurs. Voilà. Je voulais répondre également à ma consoeur de Genève, dont j'ai trouvé le témoignage vraiment passionnant. Vous avez sur votre véhicule effectivement une carte première ligne ou un panneau première ligne pour passer la frontière. Et moi, ma petite anecdote que j'ai en tête, c'est que pour une fois dans notre vie, la carte du CHU valait plus qu'une carte de police. Voilà, c'était mon petit clin d'œil aux autorités de police nationale. Je m'appelle Catherine, je suis restée bénévole à l'hôpital pendant un peu plus de 20 ans. Et je suis hors Covid dans mon intervention, mais dire à ces messieurs de la chambre mortuaire comment ils sont formidables. Je vous ai vu plusieurs fois, vous ne saviez pas que j'existais. Rentrer dans une chambre de quelqu'un qui venait de décéder, et c'est magnifique ce que vous faites. Vous entrez, vous dites, par exemple, bonjour madame Untel, on va bien s'occuper de vous, on va bien vous soigner. Je trouve ça magnifique. C'est trois petites phrases qui disent on est vivant ensemble et on est aussi vivant à côté des morts. Merci. Merci à vous. Et je pense que vous avez résumé quelque chose d'important pour notre service, c'est l'humanité, c'est l'humain. Voilà. Merci à vous, 1000 fois. Bonsoir. C'est qu'on ne fait pas ce métier par hasard, en fait. On n'est pas là par hasard. On est là parce qu'on a envie de le faire et que je pense qu'on a une sensibilité différente ou, je sais pas, exacerbée ou voilà. C'est ce que je voulais rajouter. C'est pas le genre de métier qu'on peut faire par hasard. En tout cas, moi, c'était un souhait de ma part. J'avais vraiment envie de prendre soin des gens, des aînés. Et je pense que voilà, vous êtes dans la continuité de mon métier. Et je pense que vous faites pas ça par hasard non plus. C'est que vous êtes profondément humain, tout simplement. Je n'avais pas conscience qu'il y avait eu une deuxième vague tellement plus importante que la première au niveau des décès Covid. Est-ce que vous savez si c'est une spécificité grenobloise ou si ça s'est passé comme ça partout? Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, les choses ont changé? Est-ce qu'on traite les défunts Covid différemment des autres défunts ou est-ce que les pratiques se sont rapprochées? Alors, je vais répondre rapidement sur la première. Effectivement, oui, il y a une spécificité locale, en fait, où effectivement, mais partout en France comme partout en Europe, effectivement, il y a eu des bassins qui étaient plus touchés dans un premier temps et moins dans le deuxième confinement. Et Grenoble, effectivement, en termes de Covid, du coup, a été moins touché lors du premier confinement et beaucoup plus lors du deuxième confinement. À Lyon, c'est sensiblement... c'est un peu plus au premier confinement, mais ils ont quand même aussi une grosse vague au deuxième. Voilà, et qu'en fonction des territoires, effectivement, c'est très différent en France, en fait. Enfin, vous prenez l'Est, Paris, la région Aura, et vous prenez tout l'Ouest. Les gens n'ont pas du tout vécu les mêmes choses, en fait. Et les professionnels qui sont concernés et qui sont là aujourd'hui n'ont pas vécu du tout les mêmes expériences. Donc, et ça, c'est variable aussi en fonction des pays, en Europe, par exemple. Alors,
Tout à l'heure, on parlait de donc la Suisse. À partir du mois de mai, ils ont pu présenter, donc représenter les défunts Covid aux familles, hein, c'est ça, j'ai bien compris. Nous, la loi a changé en janvier, 29 janvier, je crois, 2021. Et à partir de là, effectivement, on a pu, nous aussi, dignement représenter les défunts aux familles, pouvoir les réhabiller. Alors, bien sûr, l'habillage et toilettes uniquement par des thanatopracteurs, hein, ou par les soignants des services, il fallait le savoir. Et voilà, donc on a pu aussi re-rentrer dans quelque chose de plus traditionnel. Et ce qui... voilà. Et pour nous, ça a été un soulagement aussi, puisque de pouvoir représenter une personne qui est Covid. Pourquoi ? Parce que la maladie, on a fini par la connaître, bien sûr, hein, de connaître un petit peu son évolution et s'adapter au fur et à mesure, puisque je ne vous passe pas le nombre de protocoles et de réglementations qu'on a eu pendant toute cette pandémie. J'ai des cartons pleins. Hein. Et là, ça a été un soulagement pour nous, parce qu'on s'est dit, enfin, on retrouve quelque chose de normal, et les familles pourront au moins venir se recueillir dignement et réorganiser, puisque la mise en bière aussi des 24 heures, la mise en bière immédiate a été aussi enlevée, ce qui permet à la famille après de rentrer dans un cursus normal. Donc à ce jour, il n'y a pas de préconisation particulière pour les personnes qui décèdent du Covid ? La seule contrainte quand quelqu'un décède du Covid, c'est que la mise en bière doit avoir lieu sur le lieu du décès. Voilà. Ça n'a pas changé. Elle ne peut pas être transférée dans un centre funéraire ou autre. Hein, voilà. Et est-ce que vous pouvez apporter les soins ? Non, alors, toujours pas. Les soins, non, pas de soins de conservation, uniquement des soins de préparation, habillage, ce qui se faisait habituellement, mais pas de soins de conservation. Peut-être que Tanguy, s'il veut en dire un peu plus. Alors depuis un an, un peu plus d'un an, on peut faire une toilette mortuaire avec un habillage, un maquillage, donc une présentation basique mais soignée. Par contre, les soins de conservation, on ne peut pas les faire. Voilà, c'est la seule chose en thanatopraxie qu'on ne peut pas faire. Donc c'est sûr que ça change quand même beaucoup de choses pour les familles, parce qu'elles peuvent avoir un contact avec leurs défunts, voir une autre apparence beaucoup plus digne, une présentation préparée et apaisée, donc avec les moyens qu'on a. Oui, puis je voulais terminer sur le sujet par rapport aux toilettes dites confessionnelles pour les musulmans, les juifs. Du fait de cette opposition légale sur le certificat de décès, les toilettes sont encore à ce jour interdites. Et on espère dans les mois qui arrivent, dans les années qui arrivent, en tout cas le plus tôt possible, que le législateur va assouplir la règle pour permettre justement à la pratique des toilettes confessionnelles de manière plus libre pour les personnes décédées du Covid. Voilà. Je suis médecin en clinique, j'ai travaillé en unité Covid. Je voulais savoir, pour ceux qui étaient en exercice professionnel en 2003, est-ce que vous avez vécu un peu les mêmes choses que la fameuse canicule qui avait impacté les activités à la fois en EHPAD et puis pour tous les professionnels de la fin de vie des pratiques funéraires? La question était de savoir si effectivement il y a des parallèles, ou est-ce que vous avez fait aussi des parallèles dans votre pratique avec la canicule de 2003 ou On n'a pas été... Moi, je vous répondrai d'un point de vue sanitaire strict et non pas sur un point de vue quantitatif. D'un point de vue sanitaire strict, on n'a pas eu la problématique que l'on a connue avec la Covid. Voilà. Il y a eu une hausse d'activité en 2003, indiscutablement. Elle n'était pas non plus exponentielle, mais elle n'a pas eu le même impact que la Covid sur la seconde vague de novembre 2020. Incontestablement.
et directrice des sites opérationnels du pôle funéraire public de Lyon. Alors je me permets d'intervenir par rapport à 2003, parce que moi j'étais déjà en service en 2003. Alors, la seule différence pour nous à Lyon, c'est qu'en 2003 ça a duré 1 mois, alors que là on a eu plusieurs épisodes. Sur le nombre de défunts, on s'est retrouvé avec la même problématique, et même avec une problématique beaucoup plus compliquée, puisqu'il fallait se dépêcher, entre guillemets, pour faire les inhumations ou les crémations, et vite récupérer les défunts. Donc ça a été aussi quelque chose de très lourd, puisque parfois les familles n'étaient pas averties, enfin il fallait retrouver les familles, parce qu'on s'est retrouvé avec beaucoup de personnes isolées qui ont été inhumées, et ensuite avertir les familles après. Voilà. Merci. Merci. Excusez-moi, je vais vous poser une question plus générale. On vient de traverser une pandémie qui est assez impressionnante. Si ça venait à se reproduire, en espérant que non, pour tout le monde, j'espère, mais est-ce que vous referez exactement la même chose, c'est-à-dire pour les PFI, prendre la salle de cérémonie, faire un dépositoire, le Shuga, de s'entraider entre nous, que tout le monde s'entraîne. Est-ce que vous êtes prêt à le refaire et peut-être améliorer si on arrive à avoir notre voix entendue au gouvernement en disant voilà, il faut avoir de l'humain derrière, pas faire de la mise en bière tout de suite. Vous voyez, est-ce que tout le monde est prêt ou pas du tout, ou ça sera au cas par cas? Alors, prêt, on n'est jamais prêt, hein, mais je dirais qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir une nouvelle chambre mortuaire à l'hôpital, au nouveau plateau technique, au NPT. On est passé de 300 mètres carrés à 1200 mètres carrés, hein, voilà, donc pour donner un ordre d'idée. Alors, prêt, puisqu'on a des locaux maintenant qui sont beaucoup plus adaptés, avec plus de salons et tout. Maintenant, au niveau de la réglementation, c'est pas nous qui la ferons de toute façon à ce moment-là. Sur les mises en bière immédiates et tout, c'est pas nous qui détenons malheureusement ça. Mais oui, je crois qu'on est prêt. C'est surtout qu'on a tellement mis de choses en place, donc nous, à la première vague, qui nous a permis d'accéder à la deuxième vague, puisqu'on a eu le temps de se préparer. Je pense qu'aujourd'hui, oui, tout est là. Si ça doit arriver, et d'ailleurs, puisqu'on est encore dedans, de toute façon, hein, puisqu'on n'a pas fini. Mais je pense que oui. Enfin, je serai à la retraite depuis, mais mais je pense que ça devrait être bon. Oui, alors je pense qu'il y a deux choses à distinguer. Donc, il y a les capacités dites techniques, donc des infrastructures. Mais moi, je vais insister encore une fois sur nous, ça nous a réinterrogé sur nos modèles. Les modèles, quels sont-ils? Alors moi, je suis intimement convaincu que tous les modèles doivent être revus pour placer l'humain au centre, parce que qu'est-ce qu'a démontré cette pandémie pour nous? C'est que sans les personnes, leur solidarité, le sens de leur action, c'est-à-dire la résilience, on aurait pu être totalement pris à défaut. Donc la question qui se pose pour nous à l'avenir, c'est comment pérenniser des modèles qui placent vraiment le capital humain au centre. C'est pour moi une vraie question. Donc je pense qu'elle dépasse largement le cadre des pompes funèbres, mais par expérience aujourd'hui, je dirais que c'est vraiment le devoir que se sont fixés mes collègues, dont vous êtes, c'est-à-dire se dire voilà pourquoi on fait les choses, pourquoi on se lève le matin, pourquoi on se met en danger, et finalement quelle utilité sociale avons-nous? Et je crois que c'est vraiment ça qu'il faut vraiment interroger à l'avenir sur tous les modèles. Et moi je suis convaincu que des modèles résilients sont ceux qui auront fait le nécessaire pour prendre soin des personnes qui elles-mêmes doivent prendre soin des autres. Ah. Okay.
C'est à vous. Oui, Allez-y, oui. bonsoir, je suis Karine, maîtresse de cérémonie civile au PFI de Grenoble. On a pas mal parlé d'images marquantes, de regards. Et moi, en tant que maîtresse de cérémonie, l'image marquante, c'est les familles. On a eu malheureusement à faire des cérémonies où seulement 6 personnes pouvaient assister à cette-ci. Et je n'oublierai jamais la résilience, la résignation, je ne sais pas quel terme employer, des familles qui, à 75 cm les unes les autres, enfin les membres de la famille, ils étaient seulement 6 devant le cercueil. Et je suis impressionnée de leur calme, de leur compréhension, parce que je pense que jamais elles n'auraient imaginé accompagner leur papa ou leur maman dans un tel contexte. Être seulement 6, ça veut dire c'est faire le choix de petits-enfants présents. Et en tant que maîtresse de cérémonie, ça a été des moments très très forts qui resteront à jamais gravés en moi. Donc, oui, les familles endeuillées ont passé des moments très difficiles et je tiens à leur apporter mon soutien pour ce début de processus de deuil. Merci. Marie Gelin, je suis psychologue clinicienne. Merci pour vos témoignages. En vous écoutant, on entend la charge émotionnelle associée à tout ce parcours durant le Covid. Et moi, j'aimerais savoir si vous avez eu des espaces ou si vous avez maintenant des espaces de soutien, d'écoute et de parole, voilà, pour parler de tout ça et pouvoir poursuivre votre travail après ce parcours. Je pense que tous peuvent répondre oui. Oui. Bien sûr, nous, on l'a fait tout de suite après, très rapidement, en EHPAD. On a fait appel à des psychologues extérieurs. On a créé des groupes de parole. On a essayé de mettre des choses en place. Moi, personnellement, j'ai été à un groupe de parole, mais bon, voilà. Perso, j'adhère pas. Je me suis dit, voilà, on dit tous la même chose, on est tous malheureux, on a tous vécu l'enfer. Et alors ? Je sais que par contre, parmi les soignants, il y a beaucoup de soignants que ça a aidé. Mais oui, et à l'heure actuelle, il y a toujours... on sent qu'il y a toujours des traces de ce qui s'est passé. C'est en fond chez les soignants. D'ailleurs, il y a beaucoup de soignants qui ont démissionné, qui se sont réorientés, qui ont changé de métier et ils n'ont pas signé pour ça, hein, comme on disait tout à l'heure. Et voilà. Et les plus résistants, enfin ceux qui ont décidé de persévérer dans ce secteur d'activité, je pense qu'à l'heure actuelle, ils ont encore des traces. Oui, des traces de fatigue, des traces psychologiques. Voilà. Pour le Chouga, et uniquement pour le Chouga, je vais parler pour cette institution. La direction générale a été très prévenante avec nous. On ne peut pas dire qu'on a été mis de côté par la direction. La direction s'est toujours enquérie de notre état de santé et physique et psychologique et a mis à notre disposition une aide psychologique régulière en fonction de nos demandes. Mais notre grande force à nous sur notre unité de soins, oui, je parle de soins, ça a été justement le fait de pouvoir communiquer les uns entre les autres, de tisser justement cette force qui a permis de tenir le choc, d'avancer et même maintenant encore d'en parler, mais en atténuant notre propre douleur. Et ça a été vraiment quelque chose de marquant que peut-être d'autres unités de soins ont vécu. En tout cas, pour nous, ça a été quelque chose de vraiment marquant. Et pouvoir se parler de ce que l'on ressent, de notre émotion, de notre ressenti, de notre douleur également à ses propres collègues, sans se cacher, sans forcément se dire « j'ai honte » peut-être d'évoquer ce sentiment de faiblesse. Eh bien, nous, on a la chance, chez nous, en tout cas, de pouvoir le vivre pleinement. Et donc, c'est une thérapie qui est merveilleuse. Voilà.
Bon, pour ma part, moi, je suis pas très psychologue à discuter, à parler de mes problèmes. J'en parle avec mes collègues, voilà, mais après, ma femme a fait 2 ans de psychologie, donc elle me scanne à la maison, donc elle fait l'analyse en direct, et il y a matière. Donc après, moi, je me suis réorienté vers ce que je fais en loisir. Voilà, Patrick, on a souvent discuté de guitare, hein, voilà, donc de trucs qui vous vident la tête parce que faut réfléchir, mais pas trop. Après, la petite déception qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu des clips à la télé, on mettait les pompiers, les caissières, le personnel soignant, puis bon, les pompes funèbres, c'était oublié, quoi. On n'est pas vendeur de rêves. On n'apporte pas d'espoir, on apporte une dure réalité. Donc voilà, ça. Après, des groupes de parole, pareil, je suis comme vous, pas trop fan non plus. Puis bon, quand je parle, je m'arrête plus, donc voilà. Donc en gros. Ouais, juste pour répondre, donc il y a un dispositif qui existe au PFI depuis quelques années maintenant de soutien psychologique. Maintenant, moi, je ne peux pas témoigner de son efficacité, mais moi, je suis plutôt aujourd'hui aussi soucieux surtout de l'avenir, c'est-à-dire comment on reconstruit. Je peux témoigner tous les jours des blessures en fait dans les cœurs et dans les esprits. Bien sûr, j'imagine que les collègues parlent entre eux. Alors moi personnellement, j'ai du mal à en parler, peut-être parce que c'est la fonction pour le coup. Mais sachez que ma fonction fait que j'y suis extrêmement sensible, mais je sais aussi que nous avons poussé notre organisation à des limites, nous avons dépassé forcément des limites. Et ça, il n'y a pas un jour où je ne me le dis pas. Et ça, je sais que c'est... Mais ce que je vous expliquais tout à l'heure, nous n'avions pas le choix. Donc, moi, aujourd'hui, je voudrais surtout... Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si ça tentait qu'il y ait un sens à tout ça, c'est au moins que ça nous serve de leçon pour des modèles d'entreprise, des modèles économiques qui soient compatibles et qui soient basés autour de l'humain. Qu'est-ce que ça nous démontre ? Ça nous démontre, nous, on est passé de personnel invisible en général à personnel essentiel à la nation. Comme ça. Personnel essentiel à la nation. Donc vous prenez ça comme une charge, et là vous vous dites, bah oui, effectivement, nous sommes importants. Alors, pourquoi je me permets de dire ça ? Parce que finalement, les regards extérieurs sont toujours très compliqués, très complexes par rapport aux pompes funèbres, et on peut le comprendre. Mais n'empêche que là, je ne réinsisterai jamais assez sur l'abnégation, sur l'engagement. Et toutes ces notions-là, c'est celles qui devront être développées et tenues par des modèles économiques. Je pense que c'est ce qu'on a en commun avec tous les personnels de soins, avec toutes les structures. Alors, effectivement, le législateur a souhaité, que nous soyons dans le domaine privé, mais je sais que ça existe ailleurs dans le monde où finalement les pompes funèbres sont intégrés, je dirais, au bien commun. Et donc nous, aujourd'hui, on souffre de cette image-là, et pourtant, ils ont été présents, nous avons été présents, et pourtant, il y aura des dommages. Mais si ça pouvait réinterroger et sensibiliser nos décideurs, nos politiques, nos élus sur nos questions, sur notre place essentielle et notre utilité sociale. Je répète, notre utilité sociale. Alors la parole est toujours à la salle, donc... Je veux bien reprendre la parole, du coup. J'ai plein de questions pour vous, Monsieur Le Moff, mais du coup, je vais juste en poser 3. Comme ça, tout le monde est informé. Non, la première, c'est comment avez-vous géré les délais, notamment entre le moment de l'annonce du décès, le moment où la famille est reçue, et au moment où vous organisez les obsèques et le moment où les obsèques ont lieu?
Je vais peut-être faire une par une. Écoutez, là, la difficulté que nous avions, c'est qu'il fallait faire à moyen constant, faire face à une activité multipliée par 2. Nous avons effectivement reçu sur rendez-vous, ce qui n'existait pas dans notre structure. Ça a été un sujet tous les instants. On faisait des codires, hein, donc je n'ai pas remercié, mais je saluerai quelqu'un qui est dans la salle, qui a été très présent à nos côtés, qui nous a permis d'avoir de la force. Donc c'est Jean-Marc Gauthier, qui était à l'époque notre président directeur général. En fait, on se réunissait nous toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine, et puis on avait des indicateurs qu'on remontait donc aux autorités, et il fallait absolument. On s'était mis une ligne rouge, en fait, c'était la maîtrise des délais. Donc on est monté maximum à 8 jours en crémation. Nous travaillions le dimanche. Les délais étaient à peu près 7-8 jours. On n'est pas monté supérieur. Il y a eu une réactivité extrêmement forte. Et c'est ce dont je vous parlais avant. C'est-à-dire que tout le monde est allé à l'engagement et a dépassé ses limites. J'insiste là-dessus. Quand vous parlez de 25 familles reçues par jour, avec combien de conseillers funéraires ? Eh bien, à l'époque, donc c'était à peu près 5 rendez-vous par conseiller, en fait, par jour. On avait, alors il y avait des temps de repos. Je sais que j'ai entendu parler de gens qui venaient effectivement en renfort, hein, donc ils comptaient pas leur temps, un petit peu comme nos collègues de la chambre mortuaire. Donc c'est là où je dis que les limites ont été dépassées. Alors, dans toutes les fonctions d'entreprise, Evelyne tout à l'heure qui intervenait, elle-même qui est au service comptabilité, on en parlait souvent, hein, dans les maillons de la chaîne, tous les maillons étaient impactés, tous les maillons en fait. Donc la maîtrise des délais s'est faite par une réactivité forte, mais par l'engagement des collaborateurs. Et nous avons, je soulignerai aussi, parce que c'est un fait remarquable, nous n'avons pas eu d'absentéisme, nous n'avons pas été touchés. Moi-même, je peux en parler publiquement, j'ai été malade très vite, en mars 2020. Et la première question qui se posait à nous, c'était la gouvernance, puisque j'avais mon prédécesseur aussi, on était plusieurs à être malades, et moi-même j'étais malade, et je restais dans mon bureau, et j'ai attendu l'extrême limite pour pouvoir partir tranquillement. Ça, c'est une réalité en fait. Hein. Donc moi-même, d'autres, nombreux, ont fait ça. Donc voilà, c'est ça le sens de l'engagement, et que dire sinon que c'était finalement un devoir, mais la charge émotionnelle intense pour nous, et évidemment, voilà, je ne dormais pas au PFI. Pour autant, j'y pensais énormément la nuit, avec des scénarios en tête. Et si, et si, et si, et si. Que ferons-nous ? Quand je croisais des collègues, on sentait dans les regards, même derrière un masque, hein, des regards, l'intensité, la peur. Il y a des réponses que je n'avais pas, que je ne pouvais pas avoir. Par contre, on était basé simplement sur ce qui a été dit fort justement tout à l'heure, au jour le jour. Mais moi, quand je rentrais, c'était et si, et si, et si, et si. Voilà. Je vais me permettre justement de basculer un petit peu, et éventuellement après, évidemment, il y aura une possibilité d'avoir des échanges plus directs après. Je vous en prie. Bonsoir, je suis Martine, je suis formatrice en formation des infirmières, et je voulais savoir si vous aviez vu surgir des pratiques, des symboles, de la part des familles, dans toute cette difficulté d'être présent au moment de l'adieu. Enfin, comment est-ce que vous avez vu l'esprit créatif humain pour se débrouiller, pour quand même faire un peu de cérémonie, un peu de symbolique autour de, même avec très peu de personnes, ou voilà, comment ils se sont débrouillés les humains là-dedans pour dire au revoir à leurs proches, en dehors de tout ce dont vous avez parlé, pour vraiment le côté symbolique de leur au revoir. Alors, je pense que peut-être plus une personne dans la salle qui a peut-être parlé, peut-être a contribué au témoignage. Moi, j'ai pas eu de retour particulier, hein, sur des choses qui auraient été un peu
créatif dans ces moments douloureux. Pour autant, j'insiste sur le fait que même si l'Assemblée était restreinte, il n'y a pas eu de rupture. Il n'y a pas eu de rupture, en fait, en tout cas d'accompagnement. Je pense que c'est essentiel de le dire, quand bien même l'Assemblée était réduite. Par contre, moi, j'ai vu des petits, j'ai pressenti, en tout cas chez les collègues, j'ai senti des choses un peu différentes dans des prises de parole, dans des discussions. J'ai senti cette solidarité. Et là, pour le coup, pour les personnes de l'autre côté, hein, mais nous-mêmes, en fait, on en avait besoin. Un truc tout bête, il fallait nous-mêmes que dans l'entreprise, nous garantissions aussi des conditions sanitaires à nous-mêmes. Hein, donc il fallait les appliquer. Donc on a été un peu créatif en libérant une salle du conseil d'administration qui, comme son nom l'indique, était dévolue au conseil d'administration. Eh bien, elle devenait le lieu un petit peu pas de détente, mais en tout cas pour manger, pour s'apaiser, pour discuter. On a fait des petites choses entre nous. Après, sur ce point de vue famille, je ne sais pas si ma collègue souhaite contribuer, mais si on peut lui apporter un micro. Et moi, je me tais. Effectivement, il n'y a pas eu de discontinuité. On a toujours fait des cérémonies. On a aussi accompagné les familles à la préparation de cette cérémonie. Donc, elles étaient prêtes à ce moment-là. On a pu mettre les musiques qu'elles souhaitaient. On a pu mettre les photos qu'elles souhaitaient. Voilà. La cérémonie était peut-être légèrement plus courte puisqu'il n'y avait que 6 personnes qui pouvaient y assister. Mais il n'y a pas eu d'interruption, effectivement. Donc on a essayé, on restait à l'écoute. C'est développé, mais très peu la visio, les cérémonies en visio, puisque les membres de la famille ne pouvaient pas se déplacer, ne serait-ce par rapport à toutes les conditions sanitaires. Et puis effectivement, il y a eu des petites entraves, et je dois le dire aujourd'hui, je m'en excuse, mais on donnait l'autorisation de toucher le cercueil aussi, parce que c'était trop frustrant pour nous de les laisser sans toucher le cercueil. C'était un petit symbole. On savait qui serait important, donc on ne pouvait pas les priver de ce geste. Et je crois que c'est quelque chose dont il faut témoigner, en fait, c'est que du coup, ça a été très peu visible. En fait, il y a aussi une question qui est, par rapport à votre question, où le fait d'être en plus petit nombre a finalement intensifié ces moments, qui étaient d'autant plus rares qu'on savait qu'on était les seuls à être présents, que les autres étaient avec nous, mais en pensée ou autre, et que du coup, ça, en tout cas dans les témoignages de certaines personnes qui ont vécu ces expériences-là, du point de vue des familles, il y avait quelque chose très clairement de cet ordre-là. Oui, il y avait des conditions très compliquées et très contraignantes, et en même temps, on a vécu des choses presque d'autant plus fortes parce que justement, il y avait ces conditions-là. Donc, et après, au niveau des professionnels, je crois qu'ils ont répondu un peu avec les habits sur la housse, le fait qu'il y a eu effectivement des adaptations, des petites choses où on joue avec la règle, ou en tout cas on ne montre pas ou on ne dit pas, mais on permet aux familles de voir le visage, d'ouvrir un peu la housse alors qu'on n'a pas le droit d'ouvrir la housse, de mettre des objets alors qu'on n'a pas le droit, de faire un soin, etc. Et il y a plein de petites choses en fait finalement qui ont été faites en fait. Là, je témoigne aussi parce que je fais partie d'un programme national sur ces questions-là, et c'est documenté de plus en plus par les soignants, par les professionnels du funéraire. Il y a eu beaucoup de choses de cet ordre-là, mais c'est encore à documenter encore un peu plus. Est-ce que vous aviez une... Bien sûr. Alors, bonsoir, je m'appelle Stéphanie, je suis cadre au CHU de Grenoble-Alpes et j'ai été dans ma carrière responsable de la chambre mortuaire du CHU où travaillent Patrick et Frédéric. Alors, vous disiez, Monsieur Gravé, que on véhicule une dure réalité quand on travaille au quotidien avec la mort, ce qui est le cas de toutes les personnes qui se trouvent en face de moi. Et la mort, elle fait partie de la vie. Et à l'hôpital, on y naît, on y meurt,
Et moi, j'ai envie de dire que la chambre mortuaire, quand j'ai géré cette équipe, qui est une équipe formidable, et je tiens vraiment à les saluer, à saluer également les PFI avec qui j'ai eu des relations professionnelles aussi très de grande qualité. C'est le soin ultime. Vous êtes des équipes de soins. Vous n'êtes pas à côté des équipes de soins. Vous êtes soignants au même titre que les personnes qui travaillent dans une unité de médecine, de chirurgie ou de réanimation. Et vous faites vraiment partie de cette catégorie de personnes qui ont fait face. Parce que ce qu'il a fallu qu'on fasse à ce moment-là, c'est faire face. La réalité, elle nous arrivait et on a fait face. Et j'étais dans une autre unité à ce moment-là, où j'avais d'autres problématiques à gérer, mais j'ai souvent pensé à vous et à la difficulté à laquelle vous avez dû faire face. Et je voulais vous saluer à nouveau ce soir. Ouais, Stéphanie, puisqu'on se connaît, donc on va pas... vous avez raison de dire qu'on prodigue des soins. On prodigue des soins du corps. Que ce soit nos confrères, pompes funèbres ou nous-mêmes, on prodigue des soins du corps. Mais on prodigue également indirectement des soins de l'âme, puisqu'on permet à ces familles de pouvoir se recueillir sereinement, dans des bonnes conditions, dans un apaisement, et donc de faciliter le futur travail de deuil. Donc oui, on a une mission qui va bien au-delà de la technicité que l'on apporte dans notre quotidien. On a également un apport dans l'apaisement, dans le travail de deuil. Voilà. Merci, on va prendre une dernière question, je crois, du coup. Clément, Bertrand. Ah. C'est possible ? Moi, j'ai une question pour la sœur Josette. Justement, je voulais savoir si pendant compte tenu de tout ce qu'on vient d'évoquer, est-ce que vous, en tant que sœur, vous avez pu accompagner vos défunts religieusement comme vous l'avez souhaité, enfin, comme vous devez le faire ou comme vous pouvez le faire ? Oui, nous avons eu la chance d'avoir une seule personne qui est décédée du Covid chez nous. Et c'était pas dans la période la plus dense. Donc, nous avons pu assurer une présence auprès d'elle. Je dois dire qu'aussi, dans l'EHPAD où elles sont, il y a un accompagnement qui se fait vraiment quand la personne est en fin de vie. Ça, je peux en témoigner, peut-être plus que quand on est en assez bonne santé qu'à la veille de mourir. Donc, nous n'avons pas eu de complications de ce côté-là. Quant au rite que vous pouvez nous attribuer, nous n'avons pas de rite très particulier, sinon d'être présent avec la personne et de ne pas la laisser partir seule, un peu comme vous avez dit, de tenir la main, d'être avec elle, s'il y a besoin, et puis un lien avec la famille. Voilà. Eh ben, je crois qu'on va terminer justement sur cette parole. Merci à vous, à tous et à toutes, du coup, pour votre présence, aux intervenants et à l'intervenante, pour leur retour d'expérience, pour vos questions. Évidemment, je crois qu'on a une petite collation, comme on dit, avec des choses à boire et un peu à grignoter. Donc, du coup, c'est bien volontiers qu'on se retrouve plus tard, justement, pour échanger. Merci encore, en tout cas.